Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la revue de l'actualité crypto de la semaine du 1er décembre. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un seul et unique événement, en fait, qui combine, qui se rattache à plusieurs événements, puis faire le récit, le narratif de l'ensemble des événements. Ça va nous permettre de comprendre un peu le contexte dans lequel on est. Et puis, clairement, pourquoi d'ailleurs le prix du Bitcoin a chuté. Si vous me permettez, d'abord, je vais vous montrer à quel endroit ça se trouve pour les gens qui nous écoutent et puis qui ne sont pas encore abonnés. Vous pouvez, bien sûr, sur la page web ici là, du CryptoCoach, vous allez voir 3 parcours. Le premier est gratuit, donc vous pouvez rentrer dans le parcours et si vous êtes un peu débrouillard ou débrouillard, vous allez être capable de vous arranger tout seul avec vos oignons. Par contre, si vous avez envie d'avoir, comme on fait aujourd'hui, par exemple, une rencontre sur l'actualité crypto avec échange par la suite, différentes rubriques, des discussions en ligne dans une communauté de pratique. Vous pouvez vous abonner. Puis bien sûr, il y a toujours le coaching privé si jamais vous vous sentez plus ou moins à l'aise de faire vos premières armes dans cet univers. Pour les abonnés, en fait, on a bien sûr la communauté. On a commencé par passer par le programme, bien sûr. Ici, vous avez Comprendre la révolution de Bitcoin et vous avez plusieurs dossier, c'est de l'information de base à comprendre et régulièrement, particulièrement pour cette partie-là. Je la fais avec vous. À quelques reprises, je fais des petites rencontres où est-ce que je vous fais une belle présentation PowerPoint, où est-ce qu'on passe au travers de ces enjeux-là de base qui vous permettent vraiment de mieux comprendre le contexte dans lequel on est. Et bien sûr, si vous voulez comprendre toute l'historique de Bitcoin, pourquoi ça existe, etc., c'est une bonne pratique d'aller passer au travers des modules. Ensuite de ça, bien sûr, dans la communauté, on a différentes rubriques. Et celle dont on parle aujourd'hui, c'est la rubrique Actualité. Alors, moi, j'ai eu envie de vous parler de quelque chose qui s'est passé dernièrement. Je pense que tout le monde est au courant que le prix du Bitcoin a chuté drastiquement. Hein, parce qu'on est passé du all-time high, donc le sommet historique de 126 000 à 83, 82, quelque chose comme ça. Donc, ça a vraiment chuté d'une manière historique. Et ce qui est vraiment d'autant plus bizarre, c'est que tout ça, ça s'est passé au moment où est-ce que dans le marché boursier en général, tout montait. Alors, c'était comme complètement un peu c'était comme à contre-courant de ce qui se passait réellement dans le marché. Ça m'a tenté de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. J'ai commencé à m'intéresser un peu à cette histoire-là. Et ce que je me suis rendu compte, derrière tout ça, il y a JP Morgan qui commence à sentir un peu la soupe chaude, puis qui joue un peu du coup avec des nouveaux joueurs. Et c'est une théorie qui vaut la peine d'être creusée. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous verrez que j'ai pris la peine de vous montrer cette image-là. J'ai fait faire ça, bien sûr, avec les AI. Et on voit Jamie Dimon, qui est le grand patron de JP Morgan, faire ce qu'on appelle la technique la suppression, c'est-à-dire d'essayer de caler le ballon dans l'eau volontairement pour qu'il cale, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et voilà. Alors, d'abord, ce qu'on peut comprendre dans la bataille actuelle entre l'ancien monde et le nouveau monde bancaire, c'est que on peut en arriver à la conclusion qu'il y a tout un écosystème vraiment solide depuis des années qui existe et qui font la pluie puis le beau temps au niveau transactionnel. Et de voir les nouveaux joueurs crypto arriver, ça crée beaucoup de turbulences dans tout ça. Et ce qu'on s'est rendu compte récemment, c'est que il y a eu plusieurs éléments qui se sont mis de manière concurrente là. Donc la manipulation de prix, le rôle du MSCI, je vais y arriver tantôt. Ensuite de ça, une guerre entre deux mondes qui se passe au niveau du débanking de certains joueurs. Alors, on va passer au travers de tout ça. Alors, tout d'abord, parlons de la manipulation des prix. Quand on a, en tant que grosse institution, beaucoup de Bitcoin dans son bilan, on peut s'amuser à vendre, pas à découvert, mais à vendre volontairement à prix en dessous du marché. Fait que c'est possible de le faire et peut-être une petite pause d'éducation. En fait, quand on veut faire de la manipulation, parfois c'est légal, parfois c'est illégal. Donc, il y a 2 types de grandes manipulations de marché qui existent. Donc, celle-là qui est intentionnelle, qui nécessite de vendre en dessous du prix du marché. Avec l'intention de manipuler ou pas, ça, c'est difficile à prouver, malheureusement. Et puis, souvent, c'est combiné avec des scénarios de spoofing. Alors, qu'est-ce que c'est du spoofing? C'est juste de placer des ordres de vente de son Bitcoin beaucoup plus bas que le marché. Mettons qu'il est à 126 000, je le vends, je sais pas moi, à 120 000. Donc, j'en prends un petit peu, je le vends moins cher. Et là, bien sûr, le monde va sauter là-dessus. Mais si tu as plein d'ordres moins chers, les autres vendeurs vont dire, je suis pas capable de vendre, tout le monde achète le Bitcoin moins cher, alors je vais baisser le prix. Donc, ça crée une pression baissière sur le prix. Et puis, pour pouvoir arriver à faire ça, ça prend un shitload, un petit baluchon de Bitcoin que tu as en banque. Tu es capable de pouvoir vendre au compte-gouttes, mais toujours à prix toujours plus bas. Tu peux faire ça quand tu as eu la chance d'en acheter pas cher. Fait qu'au pire, tu te dis, regarde, je vais descendre le prix du marché, on verra où ça nous mène. Puis, dans le meilleur des mondes, je pourrais peut-être en acheter plus bas.
Le scénario du spoofing, c'est quand tu te retires à la dernière minute, c'est-à-dire que tu places ton ordre, par exemple un gros montant de Bitcoin vendu en même temps, tu le places à bas prix, mais quand tu vois que ça commence à mordre, ben, tu le retires. Faire ça, c'est juste de donner l'impression que le prix est à la baisse et c'est illégal. Donc, il y a plusieurs manières de manipuler le marché à la baisse. Combiné à tout ça, il y a aussi toute la logique du FUD ambiant qu'on a pu observer dernièrement. Le FUD, le Fear, Uncertainty and Doubt, évidemment, ça vise à manipuler l'opinion publique dans le but de faire peur aux gens, de rendre le monde douteux, puis de dire, peut-être que je suis mieux de vendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concurremment, en même temps, de cette manipulation à la baisse-là, visiblement? C'est que le MSCI est arrivé. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le MSCI. Dans le fond, c'est Morgan Stanley Capital International. C'est une entreprise qui crée des indices boursiers. OK? Donc, elle a ce rôle-là de décider, dans le fond, qu'est-ce qui est recommandable ou pas pour faire partie d'un indice boursier. Puis, dans le fond, c'est elle qui fabrique des listes regroupées selon certains critères, donc les plus grandes compagnies du monde, les marchés émergents, les entreprises les plus investissables selon leurs règles, et puis des secteurs précis comme l'énergie, la tech, etc. Alors, quand une entreprise comme le MSCI ou cet indice-là arrive avec un point de vue particulier, c'est-à-dire nous considérons que toute entreprise détenant plus de 50% de sa trésorerie en Bitcoin est considérée comme dangereux et systémiquement dangereux, on ne veut pas, nous, en tout cas, on pense que c'est pas une bonne idée d'indexer ces entreprises-là, donc de les laisser dans la liste de ces index-là. Alors, il est sorti une note concernant la MSCI, comme quoi il évaluait le fait que MicroStrategy, donc l'entreprise de Michael Saylor, qui est une entreprise à la base de logiciels informatiques, mais qui a commencé, il y a une couple d'années, sa stratégie de dire j'achète du Bitcoin puis je vais revendre des actions de mon entreprise, puis quand je possède une action de cette entreprise-là, je suis donc exposé à Bitcoin. Donc, MicroStrategy est pas mal la seule. C'est sûr qu'il y en a d'autres là aux États-Unis, mais c'est la plus grosse et c'est pas mal la seule qui est évidemment touchée par une mesure où est-ce qu'on exclurait d'entrée de jeu toutes les compagnies ayant plus de 50% de leur bilan qui est composé de Bitcoin. Le but étant pour le MSCI, c'est de départir les entreprises qui sont dites productives versus les fonds indiciels, les fonds en bourse, etc., les fonds de pension. Donc, quand on prend une entreprise dite normale qui est supposée de faire des ventes, d'aller chercher des revenus, d'être productive, et puis que là, soudainement, elle devient comme un peu une entreprise passive, où est-ce que sa job, c'est juste d'émettre plus d'actions pour aller chercher plus d'argent, pour acheter plus de Bitcoin, etc., et puis de donner une manière indirecte de s'exposer à Bitcoin. On voit que le fonds les fonds, par exemple, comme le fonds de pension d'Air Canada, le fonds de pension de Teachers, sont souvent exposés à Bitcoin par l'entremise de fonds comme ceux-là de BlackRock, de Fidelity, etc. Ou certains joueurs aussi, comme le Luxembourg, comme la Suisse aussi, la Banque nationale suisse, s'exposent à Bitcoin par l'entremise des actions justement de MicroStrategy. Donc, on voit que le MSCI, cette entité-là commence à trouver que c'est comme une manière détournée de créer des fonds pour permettre au monde de s'exposer directement à Bitcoin. Fait qu'ils voient que ça se passe et en même temps, ils soulèvent des doutes sur la solidité de tels fonds comme tel, parce qu'évidemment, ils font beaucoup d'effets de levier, c'est-à-dire qu'ils empruntent de l'argent chez les épargnants en vendant des actions, ils prennent ces revenus-là, ils vont même emprunter de l'argent pour pouvoir acheter plus de Bitcoin. Fait que c'est d'acheter à crédit du Bitcoin dans le but, éventuellement, de pouvoir en revendre. Donc, il y a pour certaines personnes, c'est considéré comme dangereux. Quoique, là, je ne rentrerai pas dans le débat à savoir si c'est dangereux ou pas, parce qu'il y a toute une logique. D'ailleurs, j'avais fait un dossier là-dessus sur MicroStrategy, comment ça fonctionne. Et pour vrai, il faudrait que le Bitcoin tombe genre de 90%. Ou qu'il faudrait qu'il tombe en bas de 10 000 $ l'unité pour que ça soit dangereux pour MicroStrategy. Fait que je ferme cette parenthèse-là. Donc, pour une banque comme JP Morgan, qui est en train justement de lancer un nouveau produit basé sur des futurs Bitcoin adossés au flux d'ETF comme IBIT. IBIT, ça, c'est le produit de BlackRock. C'est quand même assez douteux que ça se passe au même moment. C'est-à-dire que d'un côté, il y a visiblement des manipulations sur le prix de Bitcoin vers la baisse. Au moment où est-ce que MSCI s'est positionné par rapport à ça en disant je vais prendre une décision le 15 janvier prochain par rapport au fait que doit-on admettre ou non des entreprises détenant plus que 50% de Bitcoin dans leur trésorerie. Et au même moment, JP Morgan s'est aussi positionné en disant que ils comptaient respecter la décision du MSCI à cet égard-là.
mais c'est assez douteux parce qu'au même moment, ils lancent un nouveau produit. Dans le fond, c'est un produit un peu complexe, mais qui est fondé sur les fonds négociés en bourse adossés à Bitcoin. Fait que bref, eux autres aussi veulent participer à ça. C'est comme une manière de pouvoir jouer du coude puis tasser le joueur en MicroStrategy du portrait du paysage. On a aussi la guerre entre les deux mondes, le néo-banking, crypto, là, c'est le monde de la bancarisation sur les rails de la blockchain versus le bon vieux système bancaire centenaire qui repose ni plus ni moins sur des versions améliorées de s'envoyer des messages par Telegram. Là. C'est ni plus ni moins ça. C'est sûr que ça a beaucoup évolué au fil du temps avec Swift, etc. Mais d'un côté, il y a les banques traditionnelles comme JP Morgan qui dépendent vraiment de rails bancaires qui sont assez désuètes, qui sont longues, qui sont lourdes. Et puis en même temps, qui nécessite de geler des fonds pendant 5 jours parfois. Et puis, oui, quand on gèle des fonds, mettons que tu dois recevoir 125 000 là, pour ton hypothèque, là, c'est gelé dans un compte pendant un certain temps. Puis, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui fait de l'argent avec ça. Fait que ces entités-là peuvent bénéficier et aller chercher des intérêts sur leur propre lenteur. Parce que le fait qu'un fonds ou une somme soit gelée, vous n'y avez pas accès pendant 5 jours, pendant ce temps-là, il y a quelqu'un d'autre qui y a accès. Ça veut dire qu'il peut la faire fructifier. Alors, au volume, ça peut vraiment jouer à l'avantage du réseau bancaire en général. Alors, tandis que vous avez comme d'un autre côté les néobanques crypto qui ont des infrastructures super rapides comme le Lightning Network, qui est dans le fond une couche au-dessus de Bitcoin qui fait que vous pouvez faire autant de transactions secondes que vous le voulez. Là. C'est totalement mettable à l'échelle, scalable. Dans un monde où est-ce qu'il y a des stablecoins, où on a la légifération de Trump par rapport à ça, et puis qu'on a des blockchains qui sont ouvertes, qui fonctionnent 24 heures sur 24, et puis où est-ce que la complétion, on dit en anglais le settlement, le règlement complet d'une transaction est considéré comme complété en dedans de 10-15 minutes, peut-être gros max une demi-heure, alors que on a des 5 jours ouvrables dans le milieu bancaire. Fait que vous voyez qu'il y a comme deux mondes qui sont en compétition les unes par rapport aux autres. Alors les petits joueurs arrivent, c'est comme un peu comme la MP3 pour l'industrie de la musique. Et là, quand JP Morgan ferme ses comptes, il ferme aussi des comptes d'acteurs crypto comme Jack Mallers, là, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a une entreprise qui s'appelle Strike, puis au final, c'est une entreprise où est-ce que vous pouvez aller déposer vos bitcoins là pour pouvoir aller chercher de la dette. Donc, on va vous prêter de l'argent et vous allez donner en garantie votre bitcoin. Donc, c'est des manières, évidemment, c'est tous des endroits où est-ce que JP Morgan va aller jouer, puis ils s'en sont pas cachés, là. Il y a eu des annonces récemment sur le fait que JP Morgan allait vous permettre de pouvoir hypothéquer votre bitcoin. Alors, comme vous avez des petits joueurs comme Strike à côté qui sont là depuis un certain temps, qui fonctionnent bien et qui sont pas dépendants de personne, et, quel est le moyen de pouvoir jouer du coude auprès de ces petits joueurs-là? C'est carrément de les débanquer. Donc, on dit débanking. Ça veut dire de couper carrément l'accès aux services bancaires. Comme bonjour Jack, désolé aujourd'hui, nous autres on veut fermer votre compte parce que vos opérations sont douteuses et pas plus d'informations. Alors c'est du débanking idéologique, politique, jouer du coude, c'est comme un petit peu faire une jambette dans un marché libre. Alors, et puis en plus de ça, dans le fond, ce que Cynthia Lummis, qui est une sénatrice aux États-Unis, a résumé la situation, elle résume la situation en disant que l'opération Choke Point 2.0 n'est pas terminée, vraisemblablement, que ce n'est pas juste inhérent à l'époque Biden. Alors, juste pour vous expliquer un peu, c'est quoi l'opération Choke Point 2.0? Choke, ça veut dire étouffer, étrangler, donc s'assurer que quelqu'un ne puisse pas continuer à respirer. Donc, il y a eu une opération qui était... pendant longtemps, on en parlait, mais c'était pas super clair si c'était vrai ou pas. Il n'y a pas eu de communiqué là-dessus. Mais on voyait bien que dans les coulisses, l'opération Choke Point 2.0 était vraiment existante et battait son plein. Et en gros, sous l'ère Biden avant Trump, il était question d'instrumentaliser des entités comme la Securities and Exchange Commission. Il y avait Elizabeth Warren qui, elle, avait lancé une guerre anti-crypto très ouverte, était très vocale par rapport à ça. Donc, il s'est vraiment passé comme une opération de force pour pouvoir lutter contre l'arrivée de Bitcoin comme étant un joueur prédominant dans le marché. Alors, ça s'est bien passé, mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que malgré le fait que Trump est arrivé au pouvoir et qu'il s'est entouré de plein de conseillers pro-crypto, malgré tout ça, ça semble continuer. Et donc, on peut conclure, évidemment, ce n'est qu'une présomption, mais on peut conclure que cette opération-là, qui nous semblait être une opération d'étouffement orchestrée par le gouvernement Biden, était au profit des banques traditionnelles au final, comme si le gouvernement était instrumentalisé. C'était les lobbies bancaires derrière tout ça.
Fait que, donc, pour moi, c'est comme une grosse nouvelle parce que ça explique pourquoi on a eu quelqu'un qui a pesé dans le fond, qui a essayé de prendre le ballon puis de le pousser dans l'eau. Mais tu sais, quand tu fais ça, tu vas un petit peu à l'encontre d'une logique naturelle. Fait que dès que tu arrêtes de pousser, qu'est-ce qui se passe? Ouh, ça remonte. Fait que là, on a vu Bitcoin remonter récemment. Ça n'a pas été bien long, que ça a repris du galon, ça a remonté de 82 à 90 et ça va probablement reprendre son cours. Mais chose certaine, c'est que ça sent la manipulation bancaire derrière tout ça. Et puis, en mon sens, c'est comme plusieurs petites nouvelles cette semaine qui se recoupent toutes dans la même stratégie, celle de vouloir faire une jambette à des joueurs qui sont de la compétition pure et dure pour les banques traditionnelles, mais surtout aussi la possibilité d'aller maintenir artificiellement le prix bas de Bitcoin, et donc d'inciter les gens par la peur à vendre leur Bitcoin pour que justement ces entreprises bancaires-là puissent faire des réserves, en acheter à rabais, le rabais du Black Friday, et finalement s'en mettre plein dans les poches en vue de pouvoir lancer leurs propres produits. Clairement, leurs produits vont, skyrocket, ils vont probablement faire des bons scores, ils vont bien performer parce que de toute façon, lancer des produits adossés à Bitcoin quand Bitcoin est à 82 000 ou à 90 000, c'est nécessairement, c'est comme ton produit fait du surf un peu sur la remontée naturelle de Bitcoin. Donc, le maintenir volontairement artificiellement bas pour pouvoir lancer quelque chose et pouvoir faire en sorte de pouvoir te targuer que ton produit est extraordinaire. Bien sûr, pendant que tu fais des jambettes aux produits des compétiteurs qui sont tout jeunes. Fait que voilà pour la revue de l'actualité. En ce qui me concerne, cette semaine, j'ai vraiment décidé de mettre mes énergies là-dessus parce que je considérais que c'était assez systémique comme nouvelle. Puis en même temps, ça trahit un peu le fait que c'est l'industrie de la musique 2.0. Moi, je revois en tant qu'ancien gars de musique, je revois la même histoire se reproduire. C'est-à-dire, le numérique arrive, il y a une nouvelle innovation technologique qui change un peu la nature, qui dématérialise la valeur et puis qui dématérialise la musique. Et puis, tu as comme une industrie qui va résister le plus longtemps possible en disant non, moi, je veux que ça reste comme c'était. Et tu as des nouveaux joueurs qui disent non, moi, je veux que ça soit différent. Et puis, évidemment, ça joue du coude. Puis, finalement, il y en a qui vont gagner, il y en a qui vont perdre. Clairement. Fait que quand vous comprenez ça, vous comprenez dans quel contexte le cours du Bitcoin a vraiment chuté dernièrement. Alors, la morale de cette histoire pour moi, c'est que je demeure quelqu'un qui a les mains de diamant. Quand ça arrive, ces choses-là, je respire, je vois des branches, j'essaie de me dire que c'est correct, ça fait partie de la game. Bitcoin est très volatile, il monte, il descend, puis au final, il va remonter parce que ça, en tout cas, selon ma perception des choses, ça semble être une bébite qui est là pour absorber de la valeur. Et comme personne ne peut vraiment le contrôler, on voit de la manipulation, mais comme personne ne peut vraiment le contrôler, c'est un peu condamné à prendre toujours un petit peu plus de valeur. Jusqu'à preuve du contraire, moi, je reste positionné comme un hodler invétéré. Voilà, c'est ma propre stratégie. Donc, c'est ce qui met fin à la rencontre sur l'actualité cette semaine. Maintenant, je vais je vais arrêter l'enregistrement, je vais partir, on va ouvrir les micros, puis on va pouvoir en discuter de vive voix, tout le monde ensemble. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent et à très bientôt.